La négociation de Paris, elle est nouvelle parce que justement, elle s'appuiera sur des déclarations et des contributions volontaires de chaque État, indépendantes. Tous les pays pratiquement, on en a plus de 150, ont fait, et d'autres vont venir, ont réalisé ce travail. Et c'est un travail qui souvent a demandé des débats internes à chaque pays. Donc je pense que c'est un matériau qui a une valeur énorme parce que ça montre quel est l'état de ce qui est possible à court terme à l'échelle mondiale. Alors quand on essaie de faire les additions de ces contributions, on se rend compte qu'on n'est pas tout à fait au niveau qu'il faudrait par rapport aux exigences qui sont extrêmement fortes, qui sont celles d'un maintien sous les 2 degrés en fin de siècle. Il faudrait un effort supplémentaire notable, mais c'est une base qui est suffisante certainement pour amorcer des processus de renégociation et donc d'approfondissement de ces contributions. En fait, les contributions, elles ont été faites sous format libre et contiennent des indications de comment réduire les émissions de gaz à effet de serre dans chaque pays. Et il y a beaucoup de manières. Les premières, ce sont des formes d'économie de l'énergie qui peuvent être conduites à un niveau institutionnel. Ça peut être des changements d'usage des sols, par exemple de la réforestation, de la remise sous forme agricole un petit peu modifiée, réhabilitée. Ça peut être aussi des changements de filière énergétique. Ça peut être des actions dans le domaine du transport, de l'urbanisme. Donc c'est tout un ensemble de mesures qui sont éventuellement, quand on les prend une à une, un peu hétéroclites, ce qui fait la difficulté d'analyse et qui fera la difficulté de suivi de ces déclarations, mais qui fait aussi leur richesse. Il faut aussi essayer de situer la négociation dans le temps, c'est-à-dire que les contributions qui sont faites par les différents États portent sur la période 2020-2030, quelquefois même un peu moins, les États-Unis jusqu'en 2025. Quand on parle de rester sous les 2 degrés, on parle d'une ambition à l'échelle du siècle. Donc il faut être capable aussi de modéliser ce qui va se passer entre 2030 et la fin du siècle, de voir quelles sont les pistes d'approfondissement des efforts qui seront faits au départ. Et donc, quelles sont les suites qui seront données à la conférence de Paris en termes de méthodologique, en termes... Voilà, donc c'est tout ce travail-là qu'on a cherché à faire. Donc on est un groupe complètement indépendant et on va essayer de se lier aux autres groupes qui ont fait le même travail pour pouvoir comparer les résultats qu'on a trouvés à ceux des autres think tanks ou universités. Et bien sûr, ensuite, cette expertise, on la tient à la disposition des négociateurs, du ministère comme un outil d'information parmi d'autres qui peut recevoir par d'autres canaux. Globalement, on peut penser qu'un processus qui sera surveillé, c'est-à-dire on puisse voir si c'est pas des engagements, c'est des contributions, mais qu'ont proposé les États sont suivis d'effets et qui sera aussi approfondi au fil du temps en fonction de la meilleure appréciation qu'on peut avoir des objectifs nécessaires et des contraintes scientifiques. Donc c'est quelque chose qui est possible, qui est nécessaire. Donc il faut certainement que la conférence de Paris soit le départ d'une démarche et pas un point d'arrivée. Donc ce que l'on peut voir, c'est que les contributions des États sont probablement suffisantes pour initier ce processus-là. Mais il doit continuer après. Et c'est très important qu'ils puissent, que c'est un des résultats attendus de la conférence de Paris, qu'on puisse mettre sur place une organisation qui facilite cet après COP21.